Bonjour, impossible de ne pas vous parler du gluten dans cette petite série de vidéos que je consacre aux céréales. Le gluten, c'est une protéine qu'on retrouve dans le blé, enfin c'est plusieurs protéines qu'on retrouve dans le blé, il y a la gliadine, il y a toutes les gluténines. Et ces protéines, alors les protéines, vous le savez, ce sont des différents éléments mis bout à bout comme ça qui vont faire des chaînes. Ces éléments, on appelle ça des acides aminés, et donc ça va faire des chaînes d'acides aminés. Le gluten, ce sont des longues chaînes avec beaucoup d'acides aminés. J'insiste sur le côté grand parce que c'est ça qui va poser problème au moment de digérer. Plus c'est grand, plus c'est compliqué à digérer. Alors on retrouve ce gluten notamment dans le blé, l'orge, le seigle, qui sont des céréales qui sont un peu la composante principale de notre alimentation dite moderne, puisqu'on en mange matin, midi et soir. Je veux dire, le matin, on se lève tartines, le midi des pâtes, à 4 heures un biscuit, et le soir, on termine avec une pizza. Donc on a mangé du blé, du blé, du blé et du blé. Je dis ça pour tous ceux qui disent parfois que manger des fruits et des légumes, c'est lassant parce que c'est toujours pareil. Quand vous mangez du blé, du blé, du blé, du blé, voilà, il y a de quoi se lasser aussi. Et dans ce blé, dans le blé actuel, on a même rajouté, ces blés, ils ont été croisés génétiquement en quelque sorte parce qu'ils ont voulu rajouter plus, il y a plus de gluten dans le blé moderne en fait, c'est malheureux. Plus de gluten parce que le gluten, c'est ce qui va donner le côté liant à la pâte. C'est ce qui va faire que la pâte à feuilleter, la pâte brisée, la pâte à pizza ne va pas se casser. On va pouvoir l'étirer un petit peu, ça va se tenir. Gluten, ça vient de glu, glu, la colle. Les Allemands appellent ça Kleberstoff. Kleberstoff, c'est matière collante. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et on en a besoin dans ce blé moderne parce que il y a besoin de... Comme les pâtes ne sont plus faites à la main, elles sont faites par des processus mécanisés, industriels. Donc pour des questions de rentabilité, on a rajouté du gluten. Alors, je vais aller assez vite sur les symptômes digestifs liés au gluten, parce que bon nombre de livres ont été publiés là-dessus, bon nombre de personnes ont fait des vidéos là-dessus. Vous avez le docteur Christophe Cellier, lui je l'aime bien, hépato-gastro-entérologue. Lui, il ne va pas par quatre chemins. Lui, il dit que les maladies liées au gluten entraînent des problèmes intestinaux qui, à terme, peuvent mener au cancer. Bon, c'est monsieur Christophe Cellier, il a le diplôme, donc on peut le croire. Mais bon, c'est vrai qu'il y a plein de symptômes digestifs, du simple petit ballonnement à la petite gêne, au petit maux de ventre, jusqu'au syndrome du côlon irritable, jusqu'aux maladies de Crohn, jusque même à la maladie cœliaque. Vous savez, les maladies cœliaques, ce sont ceux qui sont dits intolérants au gluten. Eh bien, eux, leur tube digestif, dans l'intestin grêle, vous savez, il y a les villosités intestinales qui sont des petits picots tout le long du tube de l'intestin grêle, qui sont là pour améliorer l'assimilation des aliments et des nutriments donc, qui passent dans l'intestin grêle. Et bien, dans le cas de maladie cœliaque, alors il y a plusieurs niveaux. Il y a le marche 1, où les villosités sont un petit peu attaquées, marche 2, marche 3A, 3B, 3C. 3C, c'est les villosités, il n'y en a plus. Là. Le tube est parfaitement lisse, donc problème d'assimilation. C'est important, ça, parce que souvent on dit « attention, tu manques de fer, tu manques de calcium ». Donc achète des pilules, il y en a qui se frottent les mains, achète des pilules, des compléments alimentaires, alors qu'en fait, on en mange des aliments avec du fer et du calcium, mais on ne peut pas les assimiler, notre corps ne peut pas les assimiler. Et donc, on peut se retrouver en carence à cause de ça. Alors, ce problème d'assimilation, il vient d'où ? Il vient de la digestion, en fait. Tout à l'heure, je disais, vous savez, les longues chaînes d'acides aminés, ces grosses protéines, on a du mal à les digérer. Digérer, qu'est-ce que c'est ? C'est prendre la grosse chaîne et puis casser la chaîne en éléments plus petits, reprendre jusqu'à ce qu'on arrive à un seul acide aminé qui, lui, va pouvoir passer le long des petits pores qu'il y a sur les villosités intestinales, des petits trous qu'il y a sur l'intestin grêle, et ces petits trous vont laisser passer des petits nutriments qui vont venir alimenter nos cellules, nous nourrir en quelque sorte. Le problème, c'est que quand on mange des grosses protéines, mais c'est le cas aussi avec des gros sucres, je vous renvoie au volet numéro 1 de cette série de vidéos où je parlais de l'amidon, eh bien dès que vous avez des longues chaînes, cette digestion, elle ne va jamais avoir le temps de se finir parce que la chaîne est trop grosse, c'est trop long à couper pour revenir à un seul acide aminé. Donc il va rester des chaînes de
5, 10 acides aminés, 2, bon. Et donc ça va stagner, ça va rester là. Et à force de stagner, puisque ça reste là, ça va pourrir, ça va putréfier, ça va fermenter. Ces putréfactions, ces fermentations vont donc, toutes ces bactéries vont sécréter des acides, des alcools, qui vont attaquer littéralement les muqueuses de l'intestin grêle. Ce qui fait que les tissus vont être lésés. Et si le tissu est lésé, eh bien, les petits trous qui servaient à laisser passer les petits nutriments, eh bien, ils vont se distendre de plus en plus, et puis ça va finir par être des grands trous qui vont laisser passer tout et n'importe quoi. Là, c'est là qu'on parle de barrière, d'hyperperméabilité intestinale, c'est quand la barrière intestinale ne fait plus office. Hein. Normalement, la barrière, elle est fermée, elle laisse passer le nutriment et les toxines, elle continue le chemin jusqu'aux toilettes. Là, c'est toujours ouvert, et donc tout passe dans le sang. Et donc, on en arrive aux maladies qui ne sont pas du tout liées au ventre. C'est pour ça que là, je vais insister un peu, parce que c'est vrai, hein, moi, c'est bon, je peux manger de gluten, j'ai pas mal au ventre, ça ne me fait rien. Non, ça peut aussi créer des problèmes qui n'ont a priori rien à voir avec le ventre. Par exemple, l'asthme. Vous le savez, non, vous ne le savez peut-être pas, mais j'ai imprimé là, une thèse très intéressante, une thèse sur le gluten d'un docteur, Benoît Akpemado, qui a publié une thèse dans laquelle il montre que la première maladie professionnelle en Europe, c'est l'asthme. L'asthme du boulanger. Elle porte même ce petit nom mignon, l'asthme du boulanger. Ces pauvres boulangers qui mangent leur pain et qui mangent du gluten comme nous autres, eux, en plus, ils le respirent. Donc, ils développent carrément l'asthme du boulanger. Évidemment, il n'y a pas que les boulangers. Hein. Vous connaissez tous, j'imagine, des asthmatiques qui sont pourtant pas boulangers. Mais voilà, donc ça crée des problèmes respiratoires, problèmes pulmonaires. Toute la sphère pulmonaire va être attaquée avec le gluten. Il y a aussi toutes les maladies de peau. Hein. Je pense à l'acné, je pense toutes les eczémas, la fameuse dermatite atopique. Si on savait que c'était dû notamment à ces longues chaînes de protéines non finies de digérer, on arrêterait de s'enduire de cortisone à longueur de journée. Il suffirait d'arrêter le gluten. Et j'ai ma fille personnellement qui était concernée. Il suffit d'arrêter le gluten, on arrête le lait également, et ça y est, hein, c'est terminé. Hein. Plutôt que d'être face à des docteurs dans les grands hôpitaux parisiens là, qui se grattent le menton, en se demandant bien comment faire, c'est simple. Hein. On arrête le gluten, on arrête le lait en plus si possible, et voilà, en quelques mois, c'est terminé. Je le dis à tous les parents, parce que c'est une maladie qui est tellement gênante et handicapante ça n'en a pas l'air comme ça, mais c'est vraiment difficile à gérer un enfant qui a de l'eczéma. Voilà, donc les problèmes de peau sont un autre type de problème qu'on peut avoir. Il y a aussi toutes les allergies. Hein, on parle des problèmes de peau, hein, le prurite, le fait de se gratter, etc. Ce sont des allergies dues au fait que ces toxines, elles ressortent par la peau, en fait, tout simplement. Hein. C'est malheureux parce que ça va même parfois plus loin. Hein. Je veux dire, ça va parfois même jusqu'aux maladies auto-immunes. Les maladies auto-immunes, quand on cherche ce que c'est les maladies auto-immunes, on n'arrête pas de dire la cause est inconnue. Certainement des facteurs génétiques, peut-être des facteurs environnementaux. Ah oui, tiens, tu m'étonnes que c'est environnemental. Tous ceux qui ont des maladies auto-immunes, je vous encourage, essayez. Alors, maladies auto-immunes, il y a tout. Hein. Il y a toutes celles qui concernent la thyroïde, Addison, le syndrome de Gougerot-Sjogren, là, dont j'entends parler très très souvent, malheureusement. Toutes les maladies auto-immunes, faites le test pendant quelques mois d'arrêter le gluten, vous allez voir une amélioration, si ce n'est carrément la disparition de vos symptômes. Parce que, essayez, qu'est-ce que vous avez à perdre ? Dans la médecine allopathique actuellement, qu'est-ce qu'on vous propose ? On ne vous propose rien, on vous propose juste des petits traitements pour améliorer les conditions de vie, mais on ne vous propose en aucun cas une guérison. Hein. En aucun cas, on vous propose de supprimer la cause du symptôme. Voilà, les maladies auto-immunes, alors ça mériterait une vidéo à part entière, donc ça va aller vite, je vais aller vite, mais vous savez, c'est quand le système immunitaire de notre corps, au lieu de se défendre contre les éléments étrangers, il attaque ses propres constituants. Alors mélangé à ce que les Américains appellent le molecular mimicry, c'est-à-dire le mimétisme moléculaire,
Et ben en fait, il se trouve que ces protéines de gluten, quand elles sont digérées et qu'elles ne sont pas tout à fait finies de digérer, elles passent dans le sang, et ces fragments qui passent, ben, ils ressemblent, comme 2 gouttes d'eau, à des protéines, à des molécules de notre propre corps. Donc des bouts de molécules de gluten ressemblent à des bouts de molécules de notre corps. C'est pour ça qu'on parle de mimétisme moléculaire. Les molécules se ressemblent. Et notre système immunitaire, lui, il voit le méchant, là, donc il l'attaque. Et puis après, il voit notre corps, il ressemble. Il attaque aussi le corps. C'est comme ça qu'on arrive à des maladies auto-immunes qui sont un véritable enfer. Donc, si la barrière intestinale faisait son travail, il n'y aurait aucun problème, puisque les toxines, ces bouts de gluten non finis de digérer ne passeraient pas dans le sang. Le problème, c'est que comme on a un intestin qui est poreux, tout passe. Et donc, on en arrive à ces maladies auto-immunes. Je vous encourage. Alors, on trouve peu de littérature en français là-dessus, mais si vous lisez l'anglais, regardez tout ce qui concerne le molecular mimicry, c'est extrêmement intéressant. Alors j'en arrive à pour moi, le plus important en ce qui concerne le gluten, parce que ça, on en parle très très peu, c'est les effets du gluten sur le cerveau. Et là, une dédicace à tous les adolescents, j'interviens beaucoup auprès des adolescents, à tous les adolescents que je côtoie, parce que, voilà, là j'ai toute une série d'articles. Vous savez, les adolescents à l'école, dans les collèges, les lycées, ils ont toujours le droit à leur rapport élève perturbateur, élève insolent, agressif, agité, ne tient pas en place, problème de concentration, dyscalculie, dyspraxie, dyslexie, je ne sais plus quoi, des tics, des tocs, troubles de comportement, troubles de l'attention, schizophrénie. Bon, on ne va pas toujours jusqu'à dans ces cas-là, mais eh bien, il y a des causes pour ça. Hein. Ce n'est pas l'élève le problème. Ce n'est pas l'élève le problème. C'est certainement cette exposition au gluten. À d'autres choses aussi, mais le gluten en tout cas, puisqu'on en mange, je vous ai dit, assez souvent. C'est marqué dans l'article d'un docteur, M. Hadji Vassiliou, de l'hôpital Royal Hallamshire au Royaume-Uni, qui indique qu'il y a que le gluten peut créer des dysfonctionnements neurologiques, indépendamment des symptômes digestifs. Donc ce docteur parle carrément d'ataxie, on appelle ça l'ataxie au gluten. L'autre docteur aussi, là, Benoît Pamedo, il en parle. Ataxie au gluten, c'est quand carrément vous avez le gluten qui en fait va empêcher le cœur d'envoyer du sang au cerveau. En tout cas, assez de sang au cerveau. Il en envoie toujours, mais il va y avoir un petit peu moins d'irrigation du cerveau. Donc le sang va recevoir moins de nutriments, moins d'oxygène, donc il va fonctionner moins bien. Hein. Sans oxygène, sans nutriments, on ne fonctionne pas très très bien. Donc tout est dit là, je vous encourage à regarder ce monsieur Hadji Vassiliou, à lire le résultat de ses études. Ça se trouve plus facilement, je vous le dis, en anglais, hein, mais les résultats de l'étude montrent que les patients avec ataxie du gluten ont des anticorps contre les cellules de Purkinje, qui sont des neurones. Voilà, ces cellules de Purkinje, voilà, des neurones qui sont carrément attaqués, qui sont détruits à cause de l'ingestion du gluten et puis par le fait que ces neurones finissent par manquer d'oxygène, puisqu'ils ne sont plus irrigués convenablement après ingestion de gluten. Donc moi, les élèves, les enfants, les adolescents à qui je suis exposé assez souvent, je veux dire, je vous plains, hein, parce que vous êtes là comme ça, vous avez la corde au cou, on vous empêche de respirer, il n'y a plus d'oxygénation du cerveau, donc c'est normal que l'élève s'agite, que le jeune, l'enfant s'agite. Il ne peut plus respirer, moi aussi, hein, si on me coupe la respiration, je vais essayer de bouger pour retrouver de l'oxygène. Là, qu'est-ce qu'on fait ? On fait chut, non, reste assis, habitue-toi, ça va passer. Petit à petit, année après année, tu vas apprendre à fonctionner avec moins d'oxygène. Tu vas apprendre à fonctionner avec moins de nutriments. Et puis, ça donne les jeunes que ça donne. Voilà. Donc, gros problème, hein, le gluten, c'est aussi le fonctionnement du cerveau. Le cerveau, il ne fonctionne pas à 100% hein, quand vous mangez du gluten. Et tous les gens qui arrêtent le gluten le disent. Oh, j'ai l'impression de plus de lucidité, de plus de clairvoyance, etc. Ben oui, parce que vous
vous retrouvez l'oxygénation du cerveau, vous redonnez des nutriments, vous empêchez les bactéries ici de fermenter et donc de produire des alcools. Finalement, les gens sont peut-être tout simplement saouls à cause du gluten, mais sans avoir bu. Ils sont peut-être juste saouls à cause des alcools fabriqués par nos propres bactéries issues des digestions. Donc, ça crée aussi des problèmes oculaires. J'ai oublié le nom du docteur, est-ce que je ne l'ai pas noté quelque part? Je vais vous le retrouver, mais il y a un docteur qui dit que voilà, le gluten crée des problèmes oculaires. Donc de myopie, de glaucome, de cécité. Vous savez ce qu'on appelle la dégénérescence maculaire liée à l'âge, la DMLA. Ah, c'est à cause de l'âge qu'on voit moins bien maintenant. L'âge fait qu'on voit moins bien? Ah, bon. Eh bien non, d'après certains docteurs, ce serait à cause du manque d'oxygénation du cerveau, du manque d'apport d'oxygène au cerveau, et notamment à cause du gluten. Voilà, il y a aussi en Norvège le professeur Rechet qui dit qu'il y a des opioïdes dans le gluten, des opioïdes, de l'opium quoi, enfin des dérivés, des opioïdes qui se retrouvent chez les enfants autistes notamment, ça se retrouve dans le liquide céphalorachidien. C'est-à-dire que ces opioïdes auraient dû être stoppés par la barrière intestinale. Ils ne le sont pas. Donc, ils arrivent près du cerveau et ils ne sont pas non plus stoppés par la barrière hémato-encéphalique puisqu'elle aussi, elle devient poreuse à force d'être attaquée par tout ce qui lui arrive, par les ondes en plus des téléphones portables dans tous les sens, du Wi-Fi, etc. Donc, tout ça, ça passe. Et donc, on en retrouve chez les enfants autistes. Certainement qu'on en retrouve aussi chez les enfants qui ne sont pas autistes. On en retrouve peut-être moins, mais on en retrouve aussi. Donc comment voulez-vous que la société fonctionne convenablement avec des gens qui sont en sous-oxygénation, qui ont des dérivés opioïdes dans le sang? Ça va être compliqué de construire un monde sain dans les années qui viennent là. Alors puisque je parle des années qui viennent, dans la troisième vidéo et dernière vidéo que je ferai sur les céréales, je parlerai justement on essaiera de répondre à cette éternelle question, pourquoi mange-t-on ? Est-ce qu'on mange parce que c'est l'heure de manger? Est-ce qu'on mange parce que les copains nous appellent? Est-ce qu'on mange parce que c'est l'heure de la série à la télé, donc on est habitué, comme ça on mange sans faire vraiment attention? J'essaierai de vous montrer, et ce sera le point positif, quand même une petite bonne nouvelle, qu'on mange quand même pour vivre. Oui, désolé, on mange pour vivre. On ne mange pas forcément pour se faire plaisir, on mange pour vivre. On ne vit pas pour manger, on mange pour vivre. Ce sera l'objet de ce troisième et dernier volet. D'ici là, portez-vous bien, essayez, faites le test, diminuez le gluten, arrêtez-le totalement. Souvent, on dit de l'arrêter 3 semaines pour voir quelque chose, mais j'ai déjà vu des résultats sur des gens qui, au bout d'une semaine, se sentent déjà beaucoup mieux. Donc faites le test, qu'est-ce que vous avez à perdre, hein? Allez, portez-vous bien et à très bientôt.